Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi ? Bonjour Véronica. Bonjour Karine. Enchantée de te recevoir. Monsieur, c'est un vrai plaisir d'être avec toi à ce moment-là. C'est très chouette. Donc on se connaît pas beaucoup, on s'est croisés beaucoup, mais on se connaît pas beaucoup parce on était dans un réseau en commun duquel je suis partie. Après je sais que tu es devenue amie. Ah, t'es partie aussi, d'accord. Oui. Bon bah du coup voilà. Yes. Je sais que tu es devenue amie avec ma fille. Exactement. Je pense que vous êtes croisés dans les réseaux aussi, voilà. Chez toi. Ah, vous êtes croisés ici. Chez Léo. Léo. Ah, ouais, d'accord. Bah ça y est, Léo permet de faire des belles rencontres. Ah bah ça y est. On a passé un cap. On a eu un coup de cœur. On s'est reconnus tout de suite. C'est bien ça, c'est cool ça. Je savais pas que c'était chez Léo en fait. Donc j'ai demandé à te voir parce que je sais que tu fais un métier qui est pas banal, enfin qui est en tout cas pas connu. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'abord de mettre ton métier en avant, mais c'est aussi l'occasion de découvrir qui tu es. La première question que je t'avais posée, c'est est-ce que tu es autonome financièrement? La réponse était oui, puisque c'est la seule et unique condition pour venir discuter ensemble. Donc voilà. L'idée au cours de cette interview, ça va être qu'on puisse montrer aux gens en fait comment est-ce qu'on devient indépendant financièrement, comment on essaie de le rester et comment on le reste, et puis surtout quel choix ça t'a permis de faire tout au long de ta carrière. Dans un premier temps, je vais te demander comment est-ce que je t'appelle. Alors ça c'est ma question que je pose à tout le monde. Comment est-ce que je t'appelle? Est-ce que je t'appelle chef d'entreprise, entrepreneur, patronne, entrepreneuse, boss? Je continue hein, sinon. Entrepreneur passionné en général. On retient ça de moi en général. Après j'ai un petit nom dans mon métier, mais c'est vrai que l'entrepreneur passionné, c'est ce qui ressort souvent. Ouais. C'est comme ça que toi tu te vois en fait, entrepreneur passionné. Passionné par l'entrepreneuriat déjà aussi à la base, et les gens me voient comme une entrepreneur aussi passionnée parce que j'aime transmettre, j'aime discuter, j'aime rencontrer, j'aime fédérer, j'aime tout. Ouais. Du coup ça crée pas mal de choses, pas mal de rencontres. Bon, ça permet de grandir toujours. C'est sympa déjà. Ouais. Déjà, j'ai fait un entrepreneur. Une entrepreneur ou un entrepreneur. Depuis une quinzaine d'années. On met le, on le met pas, peu importe, mais en tout cas voilà. Je dis entrepreneureux. C'est entrepreneur, j'aime l'état d'esprit de l'entrepreneur, j'aime le mindset comme on dit. J'aime tout ce qui se passe, tout ce que j'entendais aussi tout à l'heure quand on disait toutes ces rencontres qu'il peut y avoir entre chefs d'entreprise, toute cette aide, ce soutien qu'il peut y avoir, qu'il n'y a pas forcément dans le monde des salariés. Oui, je connais. Aussi, bien sûr. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle effectivement dans les podcasts. C'est la solidarité, enfin plutôt l'aide qu'on s'apporte entre chefs d'entreprise qui n'est dit nulle part et qui pourtant est une réalité de terrain que chacun peut aller tester dans son coin et se dire ah oui effectivement on a des chefs d'entreprise qui nous répondent favorablement, y compris des chefs d'entreprise qui ont alors des femmes ou des hommes qui ont des très belles boîtes et qui sont capables de dire oui bah vas-y viens je te montre, vas-y je teste tout. C'est pas ça. Il y a une ouverture qui est incroyable et des fois il suffit même d'un mot. Un mot, c'est pas un dessin. Moi, je sais que j'ai un déclic, et j'en parlerai tout à l'heure, si tu veux, d'un dessin qui m'a ouvert pas mal de choses. D'accord. Sur des questions que j'ai demandées, sur des problématiques qu'on pouvait avoir entre entrepreneurs, et un dessin a tout changé. Autour de la tête, il n'y a eu aucune solution, il y a eu ce dessin. Et bien alors, allons-y, on y va, on plonge dans ton univers. Raconte-moi, déjà, alors, juste une question, à quel âge tu es devenue autonome financièrement? Alors, très vite. Très vite? Très vite, okay. Parce que j'ai commencé un petit peu à me gérer à 16 ans, déjà. D'accord, donc vers 16 ans, tu commences à toucher à l'autonomie financière. Alors vas-y, raconte-nous tout ça. Bon, forcément, on va dire format classique, famille, on va dire classique, divorce, forcément, tardera. Donc, à 16 ans, je me retrouve un petit peu à me gérer. Je dis d'ailleurs à ma maman, je suis grande, je vais me gérer. D'accord. Fais ta vie, je fais la mienne. En gros, c'était un petit peu ça. J'ai eu la chance, quelque part, de grandir avec un père entrepreneur. Moi, j'aime passionné. Qu'est-ce qui tu lié? Qu'est-ce qu'il faisait Mais une entreprise d'électricité générale. D'accord. Donc, j'ai quand même déjà baigné dans le bâtiment très frais. Et ta mère, elle faisait quoi? Ma mère travaillait avec lui. Ils étaient tous oui, complètement, parce que ma mère n'est pas française à la base, elle est tchèque d'origine. Je suis née, moi, à côté de Prague. D'accord. Et du coup, quand elle a suivi mon père, il y a un moment donné, forcément, non. Non, mais ça faisait partie quand même, il y avait un vrai modèle économique pendant très très longtemps, c'est-à-dire que le mari et la femme étaient ensemble, ça existe toujours d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on reconnaît la valeur de salarié de la femme, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, c'était la femme de l'entrepreneur, ce qui était un statut. Enfin, d'ailleurs, les choses ont beaucoup évolué là-dessus, mais avant, c'était un statut qui était vraiment mis de côté. C'était terrible pour ces femmes. Elles arrivaient à la retraite, si elles avaient eu le malheur de divorcer entre-temps, ce qui j'imagine est le cas de ta mère, c'est une catastrophe. Ah madame. Bon, elle est bloquée dedans.
c'est ça. J'ai un ami qui est en pro de la retraite et quand il en parle, des fois, ça fait froid dans le dos. Ah ouais, c'est terrible ça, cette condition qu'on a fait subir aux femmes qui avaient l'idée d'être femmes chefs d'entreprise aux côtés de leur mari, ça a été terrible. Bah oui, puis le temps était partagé entre s'occuper de moi et forcément être là aussi à la société et de le soutenir. Mais même moi, à 4 ans, 5 ans, quand je savais appeler l'écrit, il disait Véro, va sur le Minitel, va me chercher les coordonnées d'un clé. Il disait, va faire le fax. Et regarde, moi, j'étais passionnée de papeterie. Je lui ouvrais son placard de papeterie, comme les stylos Eiffel, les petites Bristol, tout ça. Il me disait, qu'est-ce qui manque? Tu me dis, tu commandes. Et à 13 ans, je remplaçais intégralement la secrétaire. D'accord, partant en vacances, je rentrais avec elle, c'est bon. Donc, t'étais vraiment déjà les deux pieds dedans, quoi. Complètement. Donc, un père multinational, c'est là-bas. À les stages aussi, c'était avec ton père. Et tous les mercredis, alors moi, j'avais pas trop le droit, j'ai une éducation assez militaire, j'avais pas trop le droit de sortir et de faire de choses, mais par contre, mon père m'a ouvert un esprit incroyable. C'est que voilà, c'est pas le meilleur des hommes, c'est quelqu'un que je ne vois plus, mais en attendant, il m'a donné énormément d'outils et il m'a éduqué comme un garçon. Donc, pour le coup, j'avais un petit peu les deux de dire, bah tiens, en restant très fille quand même, mais j'ai eu tout des loisirs de garçon, plein de choses de garçon. En fait, tu t'es pas dit, il y a des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons. Tu t'es dit, c'est là, je le prends. Oui, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'ai aimé les moteurs, j'ai fait plein de choses. Et suivi l'automobile, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai écrit des bouquins, j'ai fait plein de choses. En fait, tout ce qui me passait par la tête. Comme j'ai toujours, on n'a qu'une vie, je veux pas passer à côté, moi. Pardon. Forcément. Donc, j'ai envie de pas vivre, enfin, de prendre des bonnes décisions. Et on va y revenir à un moment donné, je t'en parlerai. Mais je trouve que pour moi, aujourd'hui, ce qui est très important, on dit toujours oser ci, oser ça, etc. Moi, je dis aujourd'hui, choisissez mieux. Ouais. En fait, quand tu choisis mieux les choses, peu importe que ça soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, du coup, ça t'ouvre quelque chose, c'est complètement différent. Bah, c'est toujours là, c'est ce que je prône effectivement, c'est avoir un échantillonnage de choix qui soit plus large et qui permette effectivement, bah, en fonction de tes choix, t'es pas obligé d'avoir un choix restreint et de te prendre le petit choix qui ça peut-être D'avoir la liberté. d'avoir une vraie liberté de choix. Ouais. Pour moi, c'est l'indépendance financière, ça donne ça. Après, il faut l'état d'esprit qui va avec, mais l'indépendance Tout le monde financière, ça pas donne le faire, ne peut pas le faire. Il faut s'autoriser déjà à le faire. Quand tu regardes même la pyramide que tout le monde connaît, ou quand tu vois les besoins primaires et ce qu'il y a besoin, on va dire le français, on va prendre le français classique et tous les besoins primaires et tout ce qui grimpe petit à petit, déjà quand le besoin primaire est un peu bancal, stable. Il faut quand même garder cette force-là. Et moi, comme je dis souvent, c'est dans l'inconfort qu'on grandit, c'est pas dans le confort, forcément. Bon. Donc, plus tu es dans l'inconfort, et plus, comme je dis toujours, quand tu vas fouiller dans les ténèbres, tu vas chercher, pas chercher cet inconfort, ou des fois tu le subis, Oui. mais le fait de le comprendre, de le savoir, de l'analyser, et de faire une vraie introspection. Mais la vraie de vraie, chercher dans les ténèbres, le jaune ça sort, la lumière elle jaillit encore plus fort finalement. Là tu t'éclates. Quand tu évoques ça fait penser aussi à de nombreuses femmes qui ont été licenciées du jour au lendemain et qui se retrouvent effectivement face à des vrais ténèbres et qui du coup en ressortent bien plus lumineuses. Bien plus lumineuses. Je trouve que c'est d'un moment. Pas tout de suite d'aîné également. Ça prend du temps, il faut le temps, mais souvent elles en sortent plus lumineuses et c'est les chefs d'entreprise qui sont en général assez chaleureuses. Oui, qui ont une histoire de dingue et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tellement fascinant moi je regarde beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de mentors plus américains on va dire que français, j'ai regardé. On retourne dans ta carrière? On retourne dans ma carrière. On fait plus de généralité, on y retourne? Allez, osez y aller. Donc je me gère un peu depuis longtemps. Ouais. J'ai fait des choses possibles, babysitting, etc. Je travaillais les gens avec Temple École, j'allais faire de la caisse au test d'accueil, dans les supermarchés. J'adorais la grande distribution, c'était mon dada. Mais vers aller, j'adorais ça. On m'a proposé des boss sympas, on m'a proposé de me faire évoluer, etc. Et j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que j'avais envie de découvrir le monde, j'avais pas eu la chance de faire des études. Donc voilà, justement, au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu t'es arrêté où? Je me suis arrêtée en terminale. D'accord. Et j'ai dit à mes copines, bon les filles, je sais ce que je vais faire, moi, on saura dans plusieurs années, on verra ce qu'on est devenu. Et en terminale, tu avais quoi comme idée, comme métier, comme domaine, comme univers? Oui, j'avais pas d'idée, souvent on me voyait plus dans le commerce quand même. Ouais. Mais Ça, c'est les gens qui te voyaient. Ouais, les gens qui me voyaient, moi j'étais quelque part plus dans la gestion et dans la relation humaine. D'accord. Donc pour toi, c'est ce qui comptait. C'est ce qui comptait. C'est ce que j'ai aimé dans la grande distribution, c'est de contacter des gens. Que j'ai eu des postes, on va dire, plus classiques, jeunes, mais après, j'ai grandi plutôt sur des métiers de responsable de service client. Là, j'avais vraiment des contacts de dingue avec les gens où on disait, appelez le directeur du magasin, c'est moi qu'on appelle. J'arrive mes 10 moments. Bonjour. Et ça se passait toujours extrêmement bien. Et la gestion de litige, etc. C'était... Donc là, tu étais dans la grande distri, du coup. J'étais dans la grande distri. Ouais. En sortant de l'école, tu étais dans la grande distri, du coup. En fait, je travaillais déjà. Tu travaillais déjà. Voilà. Et du coup, tu à l'école pour travailler plus dans la grande distrib. Après, j'ai changé de magasin. Et puis après, j'ai dit stop. J'avais une copine qui faisait de l'intérim à l'époque. Ça t'était resté combien longtemps, la grande distribution? En tout, peut-être 2 ans et demi. D'accord. On dit quand même que la grande distribution, c'est formateur. Hein. C'est très formateur. On a grandi tous ensemble, toute cette génération-là qui était extra, où on était plus ou moins éduqués, où on avait tous des bases, on avait des valeurs, on se soutenait, il n'y avait pas de pia-pia, il n'y avait pas de problème en fait. On était tous égaux, c'est top.
Puis on avait T'as commencé par le monde idéal du travail, quoi, en fait. complètement. Puis on avait la maman qui était responsable des services humains dans un grand magasin. Donc en fait, tous les potes, on y est tous passés. Il y avait le Laura Merlin, au Cora. Moi, j'étais au Cora, les Rack-Moite avec tous les potes. On n'est pas forcément bossé. T'étais dans quelle région? On n'en a pas parlé. Dans le 93, à Livry-Gargan. J'ai agrandi à Livry-Gargan. D'accord. Puis, je suis partie en Seine-et-Marne, mais c'est vrai que je suis de 94 aussi, que j'ai adoré, l'Illier-sur-Marne, j'ai adoré aussi Mike. Et j'ai participé à l'ouverture du plus grand bricorama de France à l'époque, à Villiers. Je sais, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais j'ai participé à l'ouverture et c'était top. Donc, grande distribution. Grande distribution. Tu fais beaucoup d'esprit. Ouais. Tu fais beaucoup d'intérim, qui est très formateur aussi, d'ailleurs. Qui est excellent. Et en fait, j'ai fait de l'intérim par choix. J'ai une copine qui faisait de l'intérim, qui gagnait très bien sa vie. Pas en n'étant pas en francs, bien évidemment. J'ai doublé mon salaire très très vite en intérim. Et j'ai adoré ça. Donc Du coup, là, t'étais indépendante financièrement, du coup, là. Ah bah complètement. Oui. Même quand Je vivais quand même avec quelqu'un, mais j'avais vraiment... Oui, de toute façon, ça n'empêche pas de vivre avec quelqu'un. La question, alors, quand tu étais alors, je sais pas si t'as des enfants ou pas. Pour moi, mais t'as pas d'enfants. Donc, le compagnon que tu avais à l'époque ou que tu as aujourd'hui, est-ce que ta structure financière type pour toi, est-ce que c'est un compte joint plus chacun son compte ou un compte joint point ou J'ai jamais rien du tout? T'as jamais pas eu de joint? compte joint. Non, on a toujours bien géré chacun et puis on met... voilà. Ils se débrouillent, mais non, D'accord. j'ai vite comme... Mais c'est bel et bien chacun son compte code co. Chacun son compte. Il y a pas, on fait un truc en commun et j'ai J'y rien viendrai. Quand on va savoir. je me dépense. Je voulais pas me marier, finalement je me dis un jour je me marierai bien. Bon. Ah, bah voilà, alors ça c'est un message pour ceux qui sont autour de toi, c'est ça. Donc attention, Véronica accepte de se marier. Ça peut arriver un jour, pourquoi pas. Ça Alors peut arriver c'était même pas la si quelqu'un ose franchir la ligne et venir se faire une demande, quoi. L'histoire est sympa. C'est ça, oui, pas il a raison. C'est pour aller, au final, le mariage n'est pas définitif. Pas définitif, hein, Julien. Ça permet de faire une belle fête. Mais oui. Et puis l'adage qui dit que le mariage dans la vue, je sais pas, moi j'ai envie de voir. Hein. Ben voilà. Du coup, l'intérim, beaucoup d'intérim. Beaucoup d'intérim. Donc du coup là, à chaque fois je dis. Donc là, tu as une bonne paye, du coup. J'ai une bonne paye. Donc indépendance financière. Taquet, tout. Et à l'époque, tes choix, c'est quoi? C'est t'achètes quelque chose, tu loues, tu places l'argent, Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Au début, j'ai souvent habité chez mes chéris. D'accord. Où je leur ai fait acheter des choses pour qu'ils investissent, etc. Et comme moi j'étais en intérim, tu sais, pas ça. Entre autres, intérim, tout ce genre de cas, si tu vois, cadre, etc. Ça, c'est plus facile. Mais en tout cas, je suis passée par cette case-là. Donc, forcément, je sais à quel point ça m'a ouvert des portes, à quel point on m'a déroulé le tapis rouge à ce moment-là. Et donc, à l'époque, quand tu gagnes de l'argent, du coup, tu n'investis pas. Et j'achète une. Je me fais plaisir, j'achète une voiture neuve déjà. Alors, d'accord. Tellement. Pareil, déjà dans la voiture, j'aimais bien. J'achète une voiture neuve. Et puis, je ne place pas rien du tout, mais ça va venir très vite. D'accord. L'investissement immobilier va venir me chatouiller très très vite. D'accord. Le métier que j'ai aujourd'hui, et aussi un petit peu en parallèle de tout ça, c'est que j'adore la transformation de bâtiments. D'accord. J'adore les lieux, j'ai une vision d'espace, d'ensemble. Alors, je suis nulle en déco, Oui. mais j'adore le détail. C'est pas notre parking que la vision d'ensemble. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le métier que je fais. Et une grosse partie ma première entreprise que j'ai eue aussi. Oui. Vraiment, Tu as réussi du coup à gérer. En fait, là, j'essaye de comprendre si tu as réussi à avoir une éducation financière, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation financière. un peu toute seule. En tout cas, tu as été chercher cette connaissance. Ma passion a été. Ça m'a grignoté à un moment donné parce que plus ma mère était dans l'immobilier, du coup, elle s'est reconvertie plus tard. La part dans l'immobilier, elle avait une agence pendant une vingtaine d'années. Mais du coup, j'ai acheté tous mes biens grâce à son agence. D'accord. Donc, à un moment, tous mes biens. donc tu as quand même une vraie éducation financière que tu as été chercher, mais que tu as mise en place. D'accord. Tu nous expliques quel est ton métier. Ça fait 2 fois que tu t'approches du métier, tu n'en parles pas. Donc là, à mon avis, il faut que tu nous expliques un peu quel métier tu fais. Alors, aujourd'hui, ton métier principal, parce que si j'ai bien compris, il y a d'autres choses autour, mais quelle est ton entreprise aujourd'hui, Assef? L'entreprise aujourd'hui, donc m'appelle Madame Mesure. Dans le métier. Madame Mesure. Voilà, Madame Mesure. Présente Véronica, Madame Mesure. Madame Mesure, c'est moi. Ah, si tu veux expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait, je suis devenue Madame Mesure, donc ça fait 6 ans que j'ai monté cette entreprise-là en tant que géomètre. Et je suis arrivée dans un milieu où à la base je ne connaissais rien, mais rien. Et souvent on me demande mais quelle étude t'as fait, quelle formation t'as fait, et j'ai dit en fait c'est pas rien, encore une fois c'est la passion, c'est le projet, c'est tout ça qui va animer. Et j'ai fréquenté, comme je n'ai pas fait d'études, j'ai fréquenté beaucoup les salons professionnels, mais déjà dès 18 ans j'ai fait énormément de salons professionnels, que ce soit dans le textile, l'alimentaire, la mode, la déco un peu moins parce que c'était moins mon truc, même si j'adore. Quand je suis ici, j'ai déjà voir waouh, c'est sublime. Mais c'est vrai que c'était vraiment mon truc. Mais je sais pas, je cherchais tout le temps, plein de choses, parce que j'avais cette culture de voir vraiment me nourrir et que chaque élément apportait à ce qui allait se passer derrière. Et toujours, chaque changement de vie est un pas vers qui je suis. Et en fait, pareil, chaque idée, chaque salon est aussi un pas vers qui je suis et tout ce que je complète. Et donc, j'ai monté cette société de géomètre suite à un salon. Je vais à Batimat, salon du bâtiment, il y a 6 ans.
et je tombe amoureuse. À la fin du salon, si moi j'ai quelque chose que j'adore dans les salons et qui est obligatoire pour moi, c'est que je ne suis pas satisfaite quand je pars d'un salon si je n'ai pas fait une rencontre impactante. Au moins une rencontre impactante. Et puis je me suis éclatée forcément dans la journée. Mais si j'ai pas fait une rencontre impactante, je pars un peu frustrée, je me dis mince, c'est dommage. Et là je pars, je me dis oh, j'ai perdu ma journée, batimat, sans plus. Et qui a rien à voir avec l'énergie que j'ai retrouvée il y a pas longtemps, le date des batimat, où là j'ai trouvé qu'il y avait une connexion entre les entrepreneurs. C'est encore autre chose, mais je suis sortie de là, mais hyper ressourcée en disant mais on est une conjoncture économique pourrie, et en fait on est tous hyper solidaires, on a tous le sourire. J'ai trouvé ça incroyable. D'accord. Sur les 4 jours, je suis allée le dernier jour, il y avait encore le. En fait, tu es une pro des salons pro, en fait. Je suis une pro des salons. Que tu continues aujourd'hui encore de. Moins. Qui va moins, mais tu as quand même toujours cette appétence et cette facilité de capter l'ambiance. En fait. Complète, d'accord, complètement. Et donc, il y a 6 ans, tu es il y a masquée. 6 ans, je croise une société qui a des outils que j'aimais. D'accord. Et puis je regarde, comme ça, le commercial me voit, qui vient me chercher. Puis on commence à discuter. On discute, il me donne sa carte. Et puis il y a quelque chose que je sens dans mes cris. Inexplicable. Ouais. Et c'est un peu comme j'ai acheté un appartement en Charente-Maritime et quand je suis arrivée en Charente-Maritime la première fois, ça m'a appelé dans les tripes, c'était inexplicable. J'ai acheté un appartement là-bas. J'ai depuis 10 ans. Tu te dis, voilà, il y a des choses comme ça, tu le sens dans des intuitions, c'est. Ouais. Et en fait, 2 jours après, je l'ai appelé, j'ai dit venez me faire une démo de votre truc. Ouais. J'avais pas encore de bureau, etc. J'ai eu des bureaux à un moment donné, j'avais pas encore, j'ai pas amené chez moi. Il me fait une démo, j'ai rien compris. Mais rien compris. Le mec, il était passionné, il partait dans tous les délits. Mais Julien, là, t'es quand même sur un. C'est quand même, ça coûte quand même le prix d'une voiture un peu équipée, tu vois. C'est combien? Ça coûte des 1000 € la bestiole. Donc tu te dis. mais on n'est pas non plus. C'est un peu fait peur à tout le monde, si tu veux. Tu vois. Donc quand on parle d'investissement, quand on parle d'avoir. Père, je sais pas comment dire, mais tu vois, le plus joliment, mais avoir un peu de courage, on va dire. C'est ça. J'y vais, moi, j'ai pas peur. Pour comme ça, j'ai pas peur. Ça, c'est vraiment une force que j'ai. Ouais. C'est que j'y vais. Si je le sens, j'y vais. Non, j'ai rien faire peur à mon entourage. Je dis, attends, tu vas dans un métier que tu connais pas, du matos que tu connais pas. Géomètre, moi, il faut pas un diplôme de géomètre. Tu peux aussi le faire sans diplôme. Moi, je ne fais qu'une partie du géomètre. D'accord. Une partie. C'est-à-dire que je prends des mesures, des relevés de tout type de bâtiments qui existent, qui vont être transformés, modifiés, surélevés, agrandis, peu importe. Des plans rénovés, que ce soit en rénovation énergétique, peu importe. Et pour faire des plans, les maquettes 3D, pour faire un soutien. Tout ce qui est archi, bureau d'études, ingénieur. Je travaille beaucoup dans la métallerie. Je suis beaucoup sur mesure. Donc, je leur fais toute la base du travail qui leur permet de fabriquer sur mesure, de transformer le bâtiment. Donc, ça veut dire que tu viens sur les sites et puis donc tu utilises donc des outils de géomètre et qui te permettent de mesurer tout le bâtiment, l'intérieur des bâtiments. Exactement, l'intérieur et l'extérieur aussi. L'intérieur, l'extérieur, y compris les trucs enterrés, tous ces trucs que tu arrives plus ou moins à... Même quand il fait noir. Et du coup, ça te fait des mesures en 2D, en 3D. Tu fais du 3D du coup. C'est en 3D. Donc c'est ce qui peut donner la base après pour des décorateurs pour du coup y implanter de façon très fiable tous les pas avec les décorateurs. Pas général, non. J'ai fait un peu de visite virtuelle, donc j'ai travaillé avec quelques décorateurs à l'époque en visite virtuelle. Pareil, j'avais fait un bâtiment magnifique en Paris aussi, en visite virtuelle, sur 7 niveaux. Donc un truc assez incroyable. Mais je vais pas plus aider je suis plus vraiment à quelque chose de pro-technique. Je vais plus être avec des ingénieurs et bureaux d'études. D'accord. Un peu plus. Les archis aussi. Mais aujourd'hui, la conjoncture, les archis, ça se passe pas très bien aujourd'hui. J'en avais une quinzaine, j'en ai 2 pour te donner une idée. D'accord. Ok, on se prend quand même une claque. Un peu plus de maîtres d'œuvre aussi, ça arrive. J'ai plus de maîtres d'œuvre que d'archis. D'accord. Ce qui est assez drôle aussi. C'est des gens qui font de la rénovation sur des anciens bâtiments sur lesquels il n'y a pas forcément toutes les infos, c'est ça? Non. Et ça arrive pas plaisir plus. Un bâtiment, enfin ça peut être un appartement de 20 mètres carrés dans Paris, parce que ça arrive parce que c'est psychanalyse, etc. Demande d'y aller jusqu'à l'Arche de la Tour Eiffel que j'ai fait il y a 2-3 ans. D'accord. Donc des châteaux, des manoirs, le bateau. Je lance en appel. J'aimerais être payée, faire une prestation pour les bateaux. Pour relever un bateau. J'adore. Ok. J'ai mon tarif bateau. J'aime bien quand tu proposes voilà, payer. Voilà, payer, bien sûr. Ouais, parce que sinon, je vais en Charente-Maritime et je scanne un bateau. Oui, voilà. T'as besoin de personne pour le faire. T'as besoin d'autorisation de personne. Mais faire un bateau, ça me plairait bien. Donc ça, c'était il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, tu as donc cette entreprise. T'es toute seule, je crois. Je suis toute seule. Parce qu'en même temps, vu que tu bosses avec des prestataires, des partenaires. Exactement. Trier sur volet, parce que c'est un métier très particulier. D'accord. On dit, aujourd'hui, même quand tu viens scanner des environnements, je me suis rendu compte. Alors, je sais pas trop le syndrome de l'imposteur, mais il y a quand même un moment donné où je me suis dit, tout le monde peut faire ce que je fais. Ouais. Non, pas trop, mais bon, oui. Dans ma tête, à un moment donné, je me suis dit, peut-être. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, tout le monde ne sait pas bien scanner à la team. Ouais. Parce que mieux tu prépares ta scène. Et ça, c'est aussi mon côté, parce que ma première entreprise, j'étais photographe de chantier. J'allais justement te demander qu'est-ce que tu as fait. Du coup, tu me barrais par la passerelle. Donc voilà, j'étais dans le recrutement, j'ai fait plein de choses, donc ce qui fait qu'aujourd'hui,
voilà, forcément pas de volonté à développer avec le salariat, Ouais. mais plutôt de travailler en mode freelance. Tout le monde en freelance et on se serre tous les coudes et on se soutient. Et c'est surtout aussi de bien choisir ces équipes-là, parce que c'est un métier extrêmement particulier. Si tu veux, moi, d'après c'était pareil. J'ai toujours, il y a les amateurs, les semi-pros, les pros et les pro-techniques. Moi, je les décompose comme ça. Et pour lui, je suis dans un monde de pro-technique. Mais tu peux pas grouper. Je veux dire, si demain, tu plies sur une fabrication sur mesure de métallurgie et que ça coûte 300 000 à ton client, Ah bah oui, c'est ma mère que oui. il ne faut pas se louper. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les décimateurs dans mon monde sont très difficiles à trouver. Il y en a beaucoup, mais sur ma technique, il n'y en a pas tant que ça. Il faut bien travailler, bien dessiner, précisément. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Que du coup, alors on va rétro-pédaler, c'est pas grave. Intérim, je m'éclate, on veut tout le temps rebaucher, je dis tout le temps non. T'as sollicité ta carrière, impossible, ok. je dis non. Je me bats en intérim, je veux rester libre. Et je faisais des remplacements quand j'étais en maternité, donc finalement, je faisais 2 boîtes par an. Ouais. Donc c'était cool. C'est plutôt pas mal. Tout cool. J'avais Juste le temps de prendre les infos, de comprendre ce qui se passe, faire des posts que je voulais, faire des potes, avoir une qui t'as confiance, en qui t'as pas confiance, etc. Ouais. Puis j'ai développé tout ça. Et juste le jour où j'ai basculé de l'autre côté de serre, où c'est moi qui suis devenue leur coteuse. Mais l'agence d'intérim, j'y vais pas m'inscrire. Ouais. Et en fait, lui, il me dit, je me retrouve tout seul, j'ai donc 15 que ça vous branche. Là, pour d'appui, pourquoi pas. Et là, donc, je bascule en CDI. Et c'est un poste que j'ai adoré, que j'ai failli d'ailleurs abandonner. Et je remercie mon ancien patron d'ailleurs d'avoir tenu le truc parce que je me suis sentie, j'avais 25 ans quand je suis arrivée là-bas, je me suis sentie limitée presque. Ah bon? Ah mais au bout de 2 mois, je lui dis, c'est pas pour moi. Ouais. C'est pas pour moi, je clique pas, il y a quelque chose qui dérange pas, voilà, mais il était très fort en maths. Et dans l'intérim, il y a quand même pas mal de calculs, de choses qu'on faisait aussi, beaucoup de réglementation, Oui. de choses. Et en fait, et moi je disais, soit je pique pas, soit ça m'intéresse pas. Donc, j'ai un ami qui dit, Véronica, si tu l'as dans l'équipe, si elle tombe amoureuse de ton métier, t'as une pépite. Si elle tombe pas amoureuse de ton métier, Ouais, c'est foutu, ouais. c'est foutu. Pour moi, là, on pousse comme ça, pas dans le. C'est comme ça. Et c'est vrai que. Et je lui ai dit, je suis plus au bout de 2 mois, écoute, faut que je vais arrêter, je suis désolée, je peux pas te laisser tomber, mais vraiment, Ouais. je pipe rien, quoi, ça va pas. Et là, elle me dit, ah non, tu vas rester, parce que tu crois qu'au début, c'était facile. J'ai mis 1 an à m'y faire, donc non, on est une bonne équipe, tu restes avec moi. Et je suis restée 4 ans. Et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai appris des choses incroyables avec lui. On a été une équipe de dingue, on brassait beaucoup de chiffre d'affaires à 2. Ouais. C'était hallucinant. Et donc, à l'époque, tu avais une vraie assise financière, une vraie indépendance. En fait, même parce que je gagnais bien ma vie, Ouais. et je m'éclatais, je fais beaucoup de social à ma manière. Pour le coup, j'ai aidé beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers, beaucoup. Donc ça, c'est le côté que toutes les femmes, hein, aider son prochain, absolument venir en aide à tout le monde. Mais j'avoue que Tant qu'on n'a pas rempli cette case, on a... c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Et puis surtout, je faisais aussi très attention à ce que je disais à l'extérieur, même dans ma vie personnelle, parce que je vivais des choses quand même enfin, quelquefois qui étaient extrêmes. Où tu te dis, il y a des choses que tu peux comprendre qui se passent. NPE faisait tourner des sessions à vide à l'époque parce qu'ils en avaient marre que telle et telle nationalité fasse tout le temps les mêmes informations. Enfin, je voulais être dans un monde particulier. J'ai eu des faux papiers, j'ai eu plein de choses. Mais à un moment donné, quand tu as des gens qui veulent vraiment bosser, qui arrivent d'Afrique, et qui sont vraiment là, et qu'on j'ai pas le bon français qui veut pas, bon, bah, il y a un moment donné, enfin, je veux dire, il y a des liens qui se créent, des vraies familles, en fait, qui se créent, de la confiance. Tu as gardé des gens en lien de cette époque? D'accord. Ouais, on a gardé d'ailleurs, j'ai suivi en Charente-Maritime et c'est comme ça que je tombe amoureuse de la Charente-Maritime. Ah bah voilà, ça y est. Petit à petit, on va remettre tous les morceaux en scène. Ça, c'était le plombier chauffagiste que j'avais, qui était super, qui est un homme qui a l'âge de ma maman et avec qui je suis devenue très amie avec son fils, du coup sa femme, tout le monde. Etc., et du coup, en plus marraine de la petite. D'accord. C'est rigolo. De la Bah oui. C'est à part d'une histoire de. Parce qu'un jour, il m'a appelé ce monsieur que j'ai vu là il y a pas longtemps, qui est de la guitare, qui est en retraite maintenant, qui s'éclate. Et un jour, il m'a appelé et il sentait que j'étais pas très bien. Il m'a dit, Véronica, si vous avez besoin, quoi que ce soit, j'ai un camion, mon fils et moi, on vous aidera. Ah, j'avais les larmes aux yeux. D'accord. Et parce que du coup, je me suis débrouillée toute seule. Beaucoup. Mais tu étais dans une situation délicate. Il y a eu un moment donné, j'étais dans une situation délicate et il m'a dit, on est là. Et en fait, j'ai pleuré tellement. Ça faisait du bien d'avoir aussi un homme qui te dit, médecin, GUL, CG, t'es toujours en compte, etc. Mais d'avoir un homme extérieur comme ça qui voit un peu tes valeurs, ta qualité, ce que tu as apporté, puis ton humanité, hein, tout simplement. Et qui dit, mais moi, vous avez toujours été là pour moi et pour mon fils. Vous avez besoin que quoi que ce soit, je suis là. Et finalement, on est devenus amis plus tard. C'est cool. Alors, c'est une personne avec qui j'ai gardé contact. Et du coup, donc, pas un CDI, ça y a qu'un an. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que je suis une artiste dans l'âme. Alors vas-y, raconte. Donc toujours. Donc, pas avant la carrière seconde, dans la carrière parallèle. En plus, j'ai tout développé un peu en même temps. Ça me on dit toujours pas vivre avec regret, mais j'avais quand même une frustration de ne pas avoir pu faire les études artistiques. Et comme je viens d'une famille qui avait de l'argent à la base, d'accord, et tout a été coupé pour moi. Donc en fait, pour le coup, l'indépendance financière, de rien avoir, de tout avoir, je suis. Faire un on-off, c'est ça? Ah oui, je sais, hein, ça, il n'y a pas de souci.
Et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai une mentalité aujourd'hui, une relation avec l'argent. Il y en a, il y en a, il y en a pas, il y en a pas. Ouais. C'est pas grave. En fait, je reste honnête. Oui, oui, oui. Pareil, quand il y en a, bon, j'aime bien taper fort. J'aime bien l'immobilier. Voilà. Je suis pas le choupi. Je suis une femme qui fait pas le choupi, mais par contre, j'adore l'immobilier, j'adore faire des travaux. Donc, tu investis. Je suis plus dans la pierre. Bah, c'est aussi sympa comme passion. Hein. Ah ouais, complètement. C'est bien. En plus, bon, ça t'enrichit en plus. Ça t'enrichit intellectuellement, moralement, financièrement. Donc, c'est bon ça. Au contraire, faut pas s'en excuser, c'est bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a 9 ans, j'ai acheté un terrain, j'ai construit ma maison, j'ai fait construire ma maison. Et moi, j'étais sur mon chantier. Donc, C'est cool ça. je suis géré ça de main de fer. Mais j'ai eu une super équipe aussi, donc ça fait top. Mais c'est vrai que en même temps, du coup, donc un petit peu de frustration quand même de ne pas avoir pu, avec l'argent de la famille à l'époque, j'aurais pu faire des études artistiques, j'aurais pu voyager, tu sais, mais il n'y avait plus rien. Moi, je n'avais plus rien, j'avais plus accès à rien. Et ben, j'ai travaillé jusqu'au jour où, à 25 ans, quand je suis rentrée dans l'agence d'intérim, je me suis dit, je veux être styliste de robe de mariée. D'accord. Donc voilà, c'était mon truc. Je veux pas me marier, par contre, j'adore le mariage. Je veux rentrer dans. Tu veux rentrer dans ce monde du mariage. Complètement. J'ai fait une école de création qui s'appelle Créapol à Paris. Ah, donc tu as fait une école en parallèle que tu avais ton CDI en fait. Oui, le C'est soir. quoi? C'était, oui, l'école du soir. D'accord. Ouais. Ça, C'est sort de là, c'est c'est naze. Oh, j'étais machine guerre. C'est vrai, ça a duré combien de temps ces études? J'ai fait 1 an. Ah non, c'est pas mal, mon genre. En plus, le Cergy, j'allais dans un atelier de modélisme avec une femme qui créait des robes de mariée sur mesure, qui apprenait vraiment comment on construit un vrai patron, parce qu'à l'école, on faisait dessiner les patrons, c'est du 36, du 38, c'est du 44. Là, on apprenait les angles des épaules, enfin, c'était mathématique, hein, c'était coup un peu. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que moi, devant une machine à écrire, une machine à coudre, parce que j'ai connu la machine à écrire, j'ai fait mon père, la machine à écrire, etc. Mais alors, devant une machine à coudre, une tante qui a trouvé une aiguille, pour le coup. Je suis nulle devant une. Je sais pas quoi en faire. Ouais. Ça passe pas rond, ça. Alors attends, je vais aller faire des choses compliquées et tout. Bah alors ça rentre pas. C'est comme faire du café, ce n'est jamais rentré. Vive les cas dessus. J'en prends pas. Bon, ça va, mais quand tu vas faire le café à quelqu'un, à chaque fois, c'est problématique. Jus de chaussette. Mais en fait, ça veut pas rentrer. Et là, je me retrouve devant cette machine à coudre. Et là, je me dis, j'ai fait 1 an de toute cette connaissance-là. Et je me rends compte aussi que si t'es pas bien né, c'est un petit peu de sous derrière ou une famille qui te soutient, y arriver, c'est compliqué. Pour se faire un an, tu veux dire? Pour se faire un an dans le monde du Je styliste. vois bien que c'est très compliqué. Les robes de mariée, correct. Je me dis, c'est trop compliqué. Et je me réveille un matin dans mon lit comme ça. Oh, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais travailler dans le mariage, je vais être photographe des mariages. D'accord. Et paf. Et là, donc, en même temps que l'intérim, je me dis, comment je vais devenir photographe de mariage? Mais alors, tout de suite, je vois une annonce dans un journal, une boutique à Paris de mariage spécialisée qui cherche des photographes. D'accord. Je tombe sur Charlie Sévrodenheim. Il s'appelle Charlie, notre patron. D'accord. Quel homme, franchement. Bon, aujourd'hui, c'est fermé tout ça. Bon, on a été jusqu'à 30 photographes à tourner tous les samedis quand même. Tout dans l'île de France, jusqu'à 200 km autour de la France. Autour de Paris, pardon. Donc en fait, on était vraiment des équipes de dingue. Sachant que peu importe où tu étais dans Paris, mais moi, c'était vraiment bosseur à l'époque. Ils ne peuvent pas grand-chose. Ouais. C'est une monster. Aujourd'hui, dire à un jeune, je te donne 100 €, tu travailles pendant 15 heures, et puis peu importe où tu es, 200 km autour de Paris, tu retournes à Pont-de-Pantin, il faut développer les photos, tu retournes sur le mariage, vendre les photos. Oui, parce qu'à l'époque, on allait les faire, il fallait faire développer et revenir tout de suite, quoi. Donne 100 € à quelqu'un maintenant, un jeune qui va faire ça. Ouais. Non. Toi, tu t'es mis à faire ça. Tu t'es mis à courir le soir. Je l'ai contacté et il m'a dit viens me voir avec des photos. Moi j'ai photographié que gros chien, des paysages, 2-3 copies, c'est tout. Ouais. Et en fait, du coup, quand il a vu les photos, il me dit c'est bon, tu sais faire les photos, tu sais comment ça se me prochaine. D'accord. Mais je te mets en binôme avec un photographe sur un mariage et il va tout expliquer. Bon, je pars en binôme, je passe une super journée. Je me sens pas encore, je lui dis est-ce que tu peux me remettre en binôme avec lui? Il me remet en binôme et là il me dit il y aura pas de 203. La troisième, tu fais toute seule, je lui donne un petit mariage. D'accord. Barbecue, elle est malade. Ils veulent se marier justement, tel qu'il est formalisé. En fait, c'est grande pompe quand même dans le 92 et tout, mais la petite mairie, petit comité et barbecue dans le jardin. Donc tu vas pas louper, c'est bon. C'est une vingtaine, tu peux pas louper. Donc je fais les photos de mariage, je rentre dans ma voiture à la fin et je suis en larmes. Et j'appelle le fameux Charlie, le thème de la boîte. Et je dis, Charlie, je suis bonne qui photographie mon chien. Franchement, je suis en panique totale, je tremble, faut tout gérer. C'est quand tu es photographe de mariage, faut savoir un truc, c'est pour avoir toutes les qualités. Ouais. Mais si tu les as pas, faut que tu les trouves. Donc, avoir toutes les qualités. Se souvient, patient, qui pleut, qui neige, qui vente, il faut que tu gères les gens. Ouais. Il faut que tu gères les imprévus, il faut que tu gères tout, il faut que tu sois copine avec la mariée sans être trop intrusive. Tout, faut tout gérer. Ouais. Les temps d'attente, manger récalé, rentrer tard le soir, conduire, rentrer à 4h du matin, t'es en tel pas, dans la salle de réception, je sais pas où. C'est quand même particulier. Mais c'est pareil, hyper formateur, extraordinaire. En 1 an, je comprends très vite le peu. Parce que très vite, je deviens le top 3 des photographes de l'agence. Et c'est un carton. Ça marche très bien, ça. Mais à l'époque, tu as les deux en même temps. C'est-à-dire que tu as ton CD à boîte d'intérêt, mais en même temps, tu le week-end fais photo de mariage.
On s'intéresse. C'est sympa, dans sa chère sympa. J'ai Une gagné anecdote de vie sympa. J'ai gagné beaucoup d'argent. Oui, bah, dans l'histoire, oui. Là, l'indépendance financière, là, t'es en plein dedans. Complètement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à investir déjà dans l'immobilier? Bah oui, parce que à 25 ans, j'ai acheté l'appart déjà. Déjà, t'as commencé là. Oui. Ah, c'est bien. Le premier appart là, parce qu'avant, je vivais toujours chez mes conjoints, donc j'ai eu des grosses maisons. Mais là, je vivais toujours chez quelqu'un. Et au final, à 25 ans, je dis, bah, je voulais mon appart à moi, et je me suis pris un petit appart super sympa. Et je l'ai rendu à peine 2 ans après, et j'avais fait déjà 35 000 euros plus bas en 2 ans. Bon, c'est bien. Donc c'était pas mal. Bon, Déjà. c'est Ça a bien. permis d'acheter la maison derrière, une petite maison, et puis d'investir, de faire des trucs. Au fur et à mesure, voilà, d'avoir un patrimoine immobilier. Ouais. Donc, ton côté artistique aujourd'hui, c'est quoi? Parce que la photo mariage, c'est ouais. devenu quoi Alors après? les photos de mariage j'en ai fait quand même 7 ans. Ouais. Donc j'ai fait 4 ans l'agence d'intérim, mais du coup je gagnais très bien ma vie dans la photo de mariage. Il faut savoir, j'ai travaillé 1 an pour l'optique de mariage, et d'ailleurs non, je lui dis, chérie, je suis désolée, je te quitte. Parce que j'avais compris très vite le système. Je Ouais. prends très vite sur le terrain. Je dis, je me lance à mon compte. Et il me dit, fais ce que tu veux, mais tu verras que tous ceux qui se lancent à son compte reviennent toujours nous voir. D'accord. Et moi je me suis lancée à mon compte, et ça a cartonné. D'accord. Mais vraiment. Comment tu l'expliques ça? Ben là, il n'y avait pas de femmes. Quasiment pas. C'est-à-dire que dans le milieu des géomètres, ce que j'ai un petit peu reproduit dans l'image, c'est ce que j'ai fait il y a 20 ans dans la photo. Et c'est vrai que c'était tout un monde, donc j'ai été très connue, très connue, on les avait 1 an et demi à l'avance. Je signais 100% de demande des mois. Par cartonnet, c'est-à-dire que je travaillais 2 jours par mois, je gagnais déjà entre 3 4 000. Donc si tu veux, pourquoi je voulais travailler la semaine finalement? Oui. Et avant, je travaillais la semaine en plus. Oui. J'étais peut-être plus non, j'avais un de l'argent. Pour ce que c'était cool. D'accord. Et c'était mieux, mais de l'autre côté, c'était entre 25 et 29 ans, on se jusqu'à 30 ans. Et il y a un moment donné, j'ai pris une année sabbatique, grosse erreur. Je ne sais pas l'année sabbatique. Je conseille l'année sabbatique si vraiment on bouge, on va à la rencontre des gens, on fait des choses, on voyage, peu importe. Avec un projet, quoi. Avec un vrai projet. Mais quand tu prends une année sabbatique et que tu restes là, au début, c'est super, s'éclate. Et puis au bout d'un moment, tu finis en burn-out. Parce que ton cerveau s'est ralenti, tout s'est ralenti. Ouais. Et au final, tu n'arrives même plus à plus boucler des coms pour négocier un peu ton forfait. Je boguais, et t'es les femmes. Ah oui, t'étais quand même arrivé à... Mais en fait, t'étais vraiment surdosé, quoi. tout le temps, et tu t'arrêtes. Ouais. Je me dis, non, j'ai trop travaillé, je faisais 6 sur 7, l'école 7 sur 7, j'étais de machine, etc. J'ai gagné de l'argent, c'est super, mais stop, j'arrête, je me fais une pause. Ah oui, t'as tout arrêté d'un coup, quoi. Voyons que... Grosse erreur. Et du coup, t'as mis du temps à faire mettre, je me dis... 2 ans et demi. Ah oui. Mais attention, j'ai travaillé en même temps. D'ailleurs, que le vrai burn-out, je sais ce que c'est. J'ai failli mourir plusieurs fois, je sais ce que c'est. Mais j'ai continué de travailler comme si de rien n'était. D'accord. Ça, c'est fou. Puis tu travaillais en quoi? T'avais trouvé autre chose? En fait, j'étais toujours photographe. J'ai développé le B2. En même temps que je finissais un petit peu mes années de mariage, parce que j'en ai marre d'être en décalé tout le monde. Ouais. Je voulais revenir à travailler la semaine. Donc j'ai commencé à développer la photo B2B. Comme personne ne me connaissait dans le trop, et ben j'ai remis 1 an et demi à développer cette entreprise-là. Et puis ça a marché. Ça a pris. Donc j'ai jamais commencé les réseaux de chef d'entreprise. J'étais fan du CJD à l'époque. Et me premier, et c'était des gens incroyables. On a vécu des choses. Bon, il y en a quelques-uns encore qui sont amis, on est encore amis aujourd'hui. Ouais. C'est génial. Et du coup, le CJD, ça t'a permis quoi? D'obtenir des nouvelles compétences, d'obtenir simplement la collectivité, en fait. Le collectif qui te manquait, en fait. Le collectif, ne plus être seul, hein, Ouais. la solitude des entrepreneurs, on connaît bien. Ne plus être seul, me faire des super copains, travailler, parce que tout se fait bosser. D'accord. Photographe. Et du coup, là, c'est là où tu étais photographe pour le BTP, du coup. Je suis photographe BTP et d'événementiel. J'ai suivi, je suis toujours encore un petit peu, je suis un peu fidèle, une agence d'événementiel depuis 20 ans, et pendant plus de 10 ans, je me suis occupée un peu de leur vinage. D'accord. C'est pas mal de choses. Et on a fait beaucoup de salons, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté la photo? Il y a 6 ans, apparemment, là, s'est passé un truc, donc... 10 ans de photos, cervicales, les yeux, ras-le-bol d'avoir toujours du matériel. Je rêvais, comme toutes les femmes, on va dire, de prendre juste un sac à main par semaine. Je rêvais de ça, j'ai toujours eu du matériel. Je fais quelques coups toute ma vie, j'ai du matos. Je me dis, je vais prendre mon sac à main, je peux aller travailler. Et là, je fais une séance photo pour une grosse session automobile grâce à le directeur qui était un membre de CJD à l'époque. Il me dit, je vais dans le photographe, il a une sortie du XC90 Novo à l'époque, en 2015. Elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un, etc. Puis à la fin de la soirée, on discute. Et en finale, il cherche quelqu'un. Il m'a dit, tu connais tout le monde, aide-moi à trouver quelqu'un. En gros, quelqu'un doit faire quoi? Pour être responsable des ventes de société du Ah, d'accord. Et là, je lui ai dit, t'as besoin de qui, comment, pourquoi, quel type de profil, il les écrit. Et puis là, je sais pas si c'était conscient, inconscient, il me décrit moi, un peu. Bon, je sais pas si c'était conscient, inconscient, je pense que c'était inconscient. Et je regarde et je dis, pas moi. D'accord. Il me dit, bon, toi, t'es une femme libre, t'es indépendante, pas revenir salariée, etc. Je dis, mais je te jure, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des collègues, j'ai envie de prendre un café. Ouais, au bout d'un moment, ouais, ça Ça pèse d'être tout seul. Ouais, j'ai envie de retrouver ça, j'en ai marre d'avoir du matos tout le temps. Et puis moi, je suis passée, j'ai une culture automobile depuis toujours. Beaucoup, là, c'était Volvo, donc j'avais pas cette culture-là, parce que moi, j'avais plus une culture sportive.
J'étais même passée sur M6 Turbo et tout, donc les femmes et les leads, je fais pas mal de choses, mais... Et t'as quoi comme voiture? Si on fait un petit aparté là-dessus, qu'est-ce que t'as eu comme voiture du coup? Alors, tu pas eu des voitures de dingue, on va dire, personnelles? Sur les femmes et les bolides, j'ai eu une Porsche Carrera 4S et la Jaguar F-Type quand elle est sortie, elle était toute neuve, magnifique. Une Splendor. Et t'étais passé sur M6 du coup? Ouais. Parce que t'étais une jolie rousse ou parce que vraiment t'avais beaucoup d'intérêt ou? Il n'avait pas vu. Et t'avais pas vu? Non, il n'avait pas vu, au d'accord. Oui, c'était drôle. À l'époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux et tout ça, quoi. Oui. Et en fait, non. Donc c'était trop. Et j'ai amené en plus une de mes copines dans l'aventure. D'accord. C'était rigolo. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'avais dit, écoute, parce que je partageais beaucoup de choses et je faisais énormément de choses et je fédérais beaucoup. On avait même fait à l'époque de Pharrell Williams, là, avec Happy, t'as plein de villes qu'on fait Happy, Williams, ça. Nous, on a fait Happy Melun. D'accord. Ah oui, parce que j'avais un pote, j'ai un pote caméraman vidéaste qui avait ce projet-là de faire le Happy Melun. Et un jour, il met une annonce sur Facebook en disant je cherche des gens qui font soit du roller ou soit qui dansent. Et moi, j'avais toute l'équipe de danse parce que je dansais la salsa depuis très longtemps. Et je faisais aussi du roller, j'allais sur les Rando Paris, etc. Je dis, je te ramène une équipe de roller. Du coup, on danse finalement dans Happy Melun, où on a 80 000 vues, je sais pas quand même. Oh, c'est quoi? C'est chouette quand même, ouais, c'est sympa. J'ai plein de projets comme ça. Et cette copine-là, je lui dis écoute, je vais te proposer un projet particulier. Je veux que tu me dises oui parce que tu as envie, pas pour me faire plaisir. Parce que là, tu vas passer à la télé, il va y avoir tout plein de trucs. Et elle m'a suivi dans l'aventure. D'accord. Oh, c'était sympa ça. Et au Mans, elle l'a fait au Mans. Sur Sophie du Mans. Ça, c'était mobile. La passion automobile, ça, c'est quelque chose que tu finances de ton côté avec ton indépendance financière ou c'est lié aux employeurs? Alors moi, j'étais photographe plus dans l'automobile, mais j'avais aussi une conduite sportive et je fais beaucoup de Ça, c'est quand tu étais en B2B. Ta deuxième partie B2B, donc tu as été photographe de voitures aussi. On a été sur les serges aussi, sponsor de rallye, championnat de France, championnat du monde aussi. D'accord. Mais ça, c'est la boîte avec qui tu bossais qui t'a demandé de venir. Non, en fait, on était l'agence d'intérim pour laquelle je travaillais, c'était une famille de pilotes. D'accord. Et donc, en fait, on était donc sponsor, notre agence elle était sponsor des ok. Et donc, les bourses suivantes en photographe. Donc, toi, tu venais en tant que photographe. En fait, en Pointillé, tu suivais, tu revenais, t'étais en... Oui, je faisais tous les rallyes. Tous les rallyes, le championnat de France qui commençait. Puis, championnat du monde, on a plus suivi à titre personnel. D'accord. On a plus été avec tous les copains. On a fait aussi les 24 heures du Mans. Ouais. En karting. D'accord. Donc c'était génial. Mais là, pareil, t'étais pour prendre des photos aussi, ouais. Mais par contre, moi, j'avais déjà aussi cette conduite sportive, le kart, tout ça, le quad. D'accord. Des voitures qui roulent vite, Paris-Marseille en 5 heures, je ne peux pas te dire, mais ça, c'est du tout moi. D'accord. C'est-à-dire que de rouler à 200, 220 sur la route, ça me gênait pas. Pourquoi ça te gênait plus? C'est plus possible. Déjà, je me suis fait égoler il y a quelques années. Ça coûte un permis. Ça coûte un permis et c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment gagné pour le coup. Ouais. Il est très sage, ouais. Bah oui, un moment. Très sage. Il y a un moment de dire sage. Je me dis si je récidive, Ouais. quand maintenant la police m'arrête et que on discute un peu comme ça va, mais quand ils vont au camion et qu'ils reviennent, il fait dis donc, vous nous avez pas tout dit. Maintenant, gardons un peu de mystère. C'est ça. Quand même. Gardons un peu de mystère. On n'est pas obligé de te dire. On n'est pas obligé de te dire. Mais c'est vrai que maintenant je suis devenue très sage pour le coup parce que j'ai fait accident de ski, perte de permis et chute de jet ski en 4 ans. Parce que j'étais vraiment un petit garçon donc qui était devenu peut-être un peu trop. Oui, un grand désespoir de ma maman qui aurait peut-être préféré que je fasse de la couture. Mais pour le coup. Voilà. Et depuis, tu as refait des robes de mariée? Au moins les dessiner ou des choses comme ça? Non, je dessine. Tu as abandonné ce truc-là. En fait, tu as refait un an d'études et c'est le seul truc que tu n'as pas suivi au final. Parce que là, il n'y avait pas de matos à prendre, il y avait juste ton petit sac à prendre. Du coup, ouais. Par contre, ils m'ont proposé un poste pour être styliste dans la lingerie. Ouais. Mais ça n'a pas branché la lingerie. Ça n'a pas branché non. Non. Et j'ai dit, en fait, je redémarrais, j'avais déjà un boulot. Je gagnais déjà bien ma vie. Ouais. Je ne voulais pas après, ça doit repartir aussi. Oui, non, en fait. Donc la concession où tu as bossé, là, ça a duré aussi 3-4 ans. 3 ans, ouais, pareil, 3 ans. Le temps de refaire le tour du salariat et puis le... Je suis devenue cadre, j'ai eu un job de rêve. Mais vraiment un job de rêve. Et du coup, au bout de 3 ans, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat qui vient te tirer par les pieds, c'est ça? L'entrepreneur va même me chercher et en plus je vais quitter Paris, je vais aller vivre en Charente-Maritime. Donc déjà j'avais envie d'autres petites choses, crise de la quarantaine. Puis il y a surtout une fois que tu as été entrepreneur une fois, c'est un peu comme les tatouages. Une fois que tu en as fait un, c'est difficile de ne pas y en chercher un. C'est ça. Très compliqué. Alors, des fois, tu as des contraintes qui te disent non, tu restes salarié parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis il y a quand même un moment, la liberté d'entreprendre, même si elle est assortie aussi de contraintes. Il y a quand même des fois où ça revient un peu te titiller. Et puis on m'a dit, moi mon directeur que j'adore me dit, me chope dans sa derrière moi, il me dit écoute, t'as tout pour ce que tu veux de plus. On se dit mais quoi de plus? Je lui dis c'est pas une fin en soi. Ouais.
C'est pas en soi. Moi, ce projet-là m'a extrêmement animée. Je l'ai fait aussi pour mon PDG, qui était un homme extraordinaire, qui est parti en retraite aujourd'hui. Les hommes comme ça, on n'en fait plus. Je pense que comme des femmes comme toi, comme tu gères aussi tout ce que tu fais, c'est des profils, il y a plus. Donc ça vient dans un sens quelque part de ça, ça rend les gens plus unis, mais ça manque un petit peu de choses. Et du coup, quand tu sors de là, tu sors en te disant je veux monter une entreprise, je fais une pause et j'attends de voir ce qui se passe. Donc t'es déjà parti dans le projet ou tu te dis j'attends de voir ce qui se passe? T'es déjà dans le projet? Je suis déjà dans le truc, je me dis je remonte ma boîte et je pars en Charente, où moi j'ai des boîtes en Charente-Maritime pour des très grosses exploitations, maraîchères, viticoles, etc. Donc je savais que de toute façon on allait monter un projet, même faire un restaurant, etc. On voulait faire plein de choses. Et au final, tu fais bon, non, j'ai pas. t'y vas pas. Ça fait trois fois j'ai fait le partir et finalement je reste là. Bon, j'ai mon appartement là-bas, c'est facile de partir. Ouais. Du coup, Paris me retient toujours. Les rencontres me retiennent toujours. Les opportunités, je suis pas opportuniste, mais les opportunités vont toujours me retenir. Et au final... C'est bizarre que tu dis que t'es pas opportuniste, tu te trouves plutôt opportuniste au contraire. Opportuniste dans le bon sens du mot. Oui, c'est le projet qui m'anime, en fait. Quand on me parle d'un projet, c'est le projet qui va m'animer. Oui, mais c'est quand même justement l'opportunité. Tu vois, c'est l'opportunité. Tu vois, tu fais un truc, tu dis, ah bah tiens, là, il y a un truc à côté. Ah bah tiens, je vais y aller, ça va être une opportunité. Ah, il y en a un autre à côté. Là, je me dis plus le cheminement, tu sais, tiens, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait. C'est les opportunités. Les opportunités, elles sont à travers les gens aussi, parfois. Qui s'arrêtent aussi dans tout ça. Et des fois, tu te dis, mais attends, finalement, j'ai connu cette personne-là. Ouais. Et en fait, quand tu vois la base, tu te dis, mais tout ce qui s'est passé avant d'arrêter ça, c'est intéressant, les relations humaines, c'est intéressant. C'est hyper sympa. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu avec les gens, etc., peu importe si il y a des histoires, pas des histoires, etc., et tout est riche et tout nous construit de toute façon. Et j'ai adoré un petit peu tout ce monde-là. Et ce qui s'est passé, c'est quand je suis partie du coup de Volvo, on l'a caché au début, qui est ne le sache pas. Mais mon collègue, il y a un collègue qui était pas au courant, et 15 jours avant, on l'annonce. Et quand on l'a annoncé, j'ai mis 7 propositions de poste. Gagner bien ma vie, j'ai c'est tard, et là, j'ai dans un monde où on a du mal à trouver du boulot, ou bien me chercher partenaire financier. Ah, ça fait quand même du bien, ça fait du bien à l'ego quand même. Je me dis, moi qui n'ai pas besoin de le nourrir, pour le coup, ça fait du bien. Pour le coup, ça fait du bien. Ça va un truc. Pour le coup, ça marche bien, ça. Wow. Ouais. Ok, donc finalement, je suis partie chez un clients. Et du coup, l'aventure de Charente-Maritime, ça c'est ça fait. Pas faite du tout. Ben non. Mais on en parle de temps en temps encore avec mes T'en parles encore. On en parle encore. Donc l'idée, c'est qu'un jour, tu vas quand même réussir à trouver moyen d'y aller, ou pas. Ou pas, finalement. Ou ça restera un pointillé autour de... Je me rends compte que j'aime Paris. D'accord. J'aime Paris et puis on a un cadre de vie. Enfin, moi, là où j'habite, j'ai un cadre de vie que j'adore. Ah bah oui, des voisins que j'adore. On a aussi besoin de la campagne, on a besoin aussi de Paris, qu'il faut que ça s'en va. Puis j'ai grandi dans les grandes villes, on est à la campagne, j'entends des oiseaux, j'ai besoin de... Pourtant, je travaille à Paris, ma société est domiciliée à Paris, donc j'ai beaucoup de Paris, de l'Ouest parisien, mais par contre, quand je rentre chez moi, je respire. T'habites dans le 77, c'est ça? Val d'Europe. D'accord. Ah oui, dans Val d'Europe. Mais la campagne, c'est Val d'Europe. Ouais, c'est le baiser de la campagne, oui. Et en même temps... C'était le TGV au bout de la rue, parce que des fois, je faisais la tour à Bordeaux, Marseille, Canglou, on tournait. Mais oui, c'est vrai, oui, ça, je connais bien le TGV. Je connais très bien le TGV. Tu pars à 7 heures, t'es chez toi, t'es ouais, c'est ça. La journée, t'as le temps de faire un retour à peu près n'importe où. C'est très sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'adore. Aujourd'hui, ton actualité, c'est quoi? Mon actualité, donc tout ça m'a amené à finalement la boîte où je suis allée après Volvo, où ça a duré 1 an, ça n'a pas spécialement bien marché. Là, j'ai relancé tout de suite ma boîte. Donc, je suis redevenue photographe parce qu'on est revenu me chercher en tant que photographe. Donc, j'ai dit, bon, bah, facilité, j'y retourne. Photo. Et là, je me rends compte très vite que je ne peux plus vendre mes prestations au tarif de ce que je vendais avant. Ah, bah oui, le monde a changé, ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont photographes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et tout le monde et n'importe qui est photographe. Et donc, en fait, je commençais un petit peu à me perdre entre les amateurs qui deviennent photographes du jour au lendemain parce qu'ils ont fait le mariage de leur sœur. Ouais. Enfin, en fait, je me retrouvais en concurrence alors que moi, j'avais déjà 15 ans de métier, presque. Oui. Et je disais, non, en fait, ça va pas. Il faut que je trouve quelque chose. Donc, je tombais dans la visite virtuelle rapidement. Et 2 mois après, je rencontre donc au salon Batimat pour revenir sur le côté des géomètres. Au salon Batimat, je rencontre des commerciaux donc et de la partie non. Et la partie et là je reçois mon matériel, j'arrive à le faire financer en 3 semaines. Je monte la boîte, je fais financer, je trouve 50 000 balles, etc. J'y vais. Je reçois le matériel. 3 semaines après, on est confiné. Bam. Au secours. Et là, j'en ai fait une force quelque part aussi de tout ça parce que ce que j'ai appris pendant le Covid, je crois que je l'aurais pas appris sur une grande matériel. Ouais, c'est sûr que le Covid, ça a permis à beaucoup de gens de se remettre en question, de mettre des nouveaux systèmes en route. Ils arrivent dans un milieu où tu connais 3 pèlerins. C'est ça. T'as tout un métier à apprendre. Et en fait, je vais y revenir après sur ce qui était devenu Madame Mesure après, mais ce qui s'est passé, c'est que des géomètres experts, par exemple, qui avaient du matériel comme le mien, tombaient en panne. Ça leur arrivait. Et puis ils se parlaient entre eux. Ah là, j'ai mon matériel qui tombe en panne. Ah attends, il y a une petite nana qui s'est lancée. Attends, il y a une petite nana. Bah tiens, je te donne son numéro. Et ils m'appelaient. Et donc je leur faisais des factures de location de matériel. Je les ai lus, hein.
Et je leur disais, en contrepartie, je vous demande d'aller avec vous sur le terrain. Ils disent, c'est de la journée. Ils s'attendent sur le terrain, les pieds dans la boue, ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je suis le meilleur. Et au final, j'ai appris énormément avec les géomètres experts. Tu parlais tout à l'heure du dessin qui t'a déclenché l'envie de devenir entrepreneur, c'est ça? En fait, le dessin, le côté styliste, au départ de tout, s'est transformé en photo. Et ouais, c'est la photo qui m'a jamais lâché après. Le dessin, la photo, c'est de ça dont tu parlais. Et tu dis, dans son début d'entretien, en fait. Voilà, il n'a plus rien à voir aujourd'hui. Ouais, en fait, du coup, c'est un peu ton fil rouge. C'est mon fil rouge. Aujourd'hui, c'est toujours du dessin, mais c'est d'une autre façon. C'est encore de représentation. Je suis chasseur d'images. D'accord, je suis chasseur d'images. Mon père était chasseur, je faisais du tir, il m'emmenait souvent à la chasse. Je détestais quand tuer les animaux, mais je me cachais. Et en fait, quand j'ai commencé la photo, j'ai retrouvé la sensation de tir. D'accord. Pas le tir sur cible, moi, pas beaucoup. Mais j'ai retrouvé la sensation. C'est après chasseur d'images. Ouais. Quand tu vas chercher un truc, t'es vraiment chasseur. Quoi. D'accord. J'ai adoré ça. Mais après, c'est une passion conflictuelle. C'est un amour bizarre que j'ai avec la photo parce que j'aime l'image, j'aime ça, mais c'est toujours conflictuel. D'accord. C'est toujours. Aujourd'hui, j'ai du mal à y aller. On m'appelle pour une presta, je vais la choisir. D'accord. Vraiment, j'ai des patates, j'avais la choisir quand même. D'accord, je sais dire non pour le coup. Si le projet, si je me dis non ou je perds un peu confiance en moi, que ça fait un petit moment, quoi, ok, je dis non. D'accord, je vais pas spécialement visuel. Mon œil de photographe, il me permet d'avoir sur les chantiers une vue un peu à 360, si tu veux, moi, tous les détails. T'as acquis des compétences au fil du temps et plus tu as de compétences, plus tu les mets au service de ton entreprise et des prestations que tu mets en place. Intéressant. Finalement, mon entreprise de géomètre s'est bien développée et au bout de 2-3 ans, je me dis, personne ne s'est parlé de mon métier. Ce que j'aime avec les géomètres, que je n'aimais pas avec les photographes, c'est que chez les géomètres, il n'y a pas de matériel. Ça, j'ai adoré ça. Ouais. D'avoir enfin cette reconnaissance de dire, ah, mais toi, tu t'amuses, toi, tu bosses pas, tu t'en as fait de la photo. Donc, c'était un vrai métier et j'ai dit, attention, ma boîte marchait bien. Quand je suis arrivée chez Volvo, ma boîte marchait bien. Mais c'est vraiment parce que j'avais envie d'autre chose et j'avais même ça avec Carixia. Et donc, au bout de 3 ans, je me trouve le surnom de Madame Mesure. Ça a tout. D'accord. C'est-à-dire que la boîte était comme ça montait, c'est génial, je m'éclatais, les bureaux, l'alternant, le truc, ça commençait. Bon, le temps, j'ai regardé mon temps. Je commençais à passer mon premier palier, mes premiers petits objectifs, et j'étais contente. Et en fait, après, bon, la conjoncture économique, on la connaît, hein, ça a commencé à baisser petit à petit, puis ça a baissé d'une manière assez plus coupée journalistique. Et donc là, je suis plus à un peu à tenir les choses, à sauver les meubles. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est dans le confort qu'on grandit, pas dans le confort, parce que j'essaie de tenir une boîte avec une conjoncture économique du bâtiment, de l'immobilier extrêmement difficile. Et pour le coup, c'est dur. Mais encore une fois, heureusement que j'ai cette passion de l'entrepreneuriat et que j'ai pas peur. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, si c'est pas ça, je peux transformer et retomber sur. Et puis je me fais pas entretenir non plus, tu vois, ça c'est en même temps, parce que c'est facile d'essayer de garder une boîte quand tu te fais entretenir ou que t'as peut-être comparé Pékin, qui paye les factures, la maison, le frigo. Mais quand tu gères tout, que t'as de l'immobilier, que t'as des charges perso, que tu. Je vais pas dire que j'avais. C'est pas un niveau de vie que j'avais, mais j'ai investi, j'ai fait des choses. Aujourd'hui, avec un salaire qui est plus du tout le même, il faut tourner à la banque. Aujourd'hui, tu es prête à, par exemple, l'avenir donc là, l'actualité, on m'a dit c'est un peu tendu, mais pour toi, l'avenir, c'est quoi? Ça pourrait être prendre des décisions délicates, effacer sur autre chose, peut-être aller chercher dans les centres épanouissants pro la suite, peut-être que cette expérience t'amènera à une autre qui sera encore plus incroyable, ou celle-ci se conforte. Franchement, je suis plus à naviguer à vue en ce moment. Je suis plus à naviguer à vue parce que je me dis, j'ai toujours foi, je suis toujours quand même passionnée par le milieu des géomètres. Franchement, aujourd'hui, la connaissance que j'ai du milieu, elle est incroyable quand tu vois qu'il y a. Et pourquoi d'essayer de passer une VAE? C'est pas possible de passer une VAE. Je suis validée par le syndicat des géomètres de la Barre nationale. Ils m'ont contacté il y a quelques mois de ça et je suis rentrée, je suis adhérente maintenant. D'accord. Et donc je deviens géomètre officiellement. Donc ça c'est génial. Et donc c'est top ça. Et puis du coup c'est une belle redelle sans usure, c'est une super reconnaissance. Et puis on a fait là, il n'y a pas longtemps le salon de la topographie. On s'est retrouvé 400 personnes à Paris sur une journée, c'était top. Et dans Rébellion, les gens te reconnaissent. Et c'est énorme. Quand je montais les escaliers là, pour les rejoindre au salon de la topographie, en fait, il y avait les têtes qui se retournaient. Parce qu'en plus, je suis rousse, machin. Moi, j'ai blondi avec le soleil. Mais en fait, tout le monde me connaît avec les réseaux sociaux Madame Mesure. Aujourd'hui, au niveau national, il paraît même en Europe. On parle de moi, donc c'est rigolo. Ça me fait pas manger en ce moment. Mais la notoriété, elle est assez incroyable parce que je suis devenue une espèce de référence. Quand je vais dans des salons quelque part, je vous suis sur les réseaux sociaux, mais je vous suis. On discute et dès que je fais des podcasts où je parle de mon métier, où je parle effectivement de plein de choses, où j'essaie d'être aussi de la philosophie, dans un monde qui est très technique, très masculin, où moi j'apporte de la bonne humeur, de la rigolote attitude. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent que voilà. Il y a pas longtemps, j'ai même fait une vidéo où je parle de ma détox digitale en ce moment. Il y a plus d'un mois, je ne fais plus rien sur les réseaux sociaux, je fais une détox digitale. J'ai tellement travaillé sur LinkedIn souvent, là j'ai passé les 13 000 abonnés, ce qui est pas mal. Mais en fait, et j'ai rencontré même un monsieur qui est un spécialiste aussi de la mesure mais du poids, qui a beaucoup de notoriété et on a décidé de se rencontrer. Donc il y a des rencontres géniales qui se passent avec LinkedIn et les réseaux sociaux. Moi j'adore. Oui, j'ai des clients, bien évidemment, mon plus gros client aujourd'hui vient LinkedIn, donc plus gros partenaire aujourd'hui
aujourd'hui vient de LinkedIn. Et C'est intéressant ça que tu témoignes des réseaux sociaux, du fait Instagram, il avait très très bien. ça fonctionne aussi parce que tu es dans une niche qui est très réservée aux professionnels. Il y a pas Et comme moi, il n'y en a pas 50 000. qu'il n'y ait pas d'amateurs qui viennent se frotter un peu. Pas d'amateurs, des nanas. Il y a des filles géomètres, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, oui, non, mais il n'y a pas beaucoup t'es dans un métier, dans un milieu professionnel et une niche. Donc, Puis j'ai créé c'est un choix intéressant du coup Decathlon. de travailler dans une niche. Les 2 derniers mots de la fin. La première, je te donne 100 fois ce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'achètes que tu n'as pas osé acheter aujourd'hui? Alors, comme j'aime bien l'immobilier, j'aurais une maison dans chaque port. Mais déjà, Ça va, non? pourquoi pas, non. Déjà, il y aurait l'immobilier, déjà c'est sûr. Et puis j'aiderais aussi mon entourage, mes amis qui ont besoin. Ouais, et ça c'est aussi sûr. Je nous mettrais un peu à l'abri. Ouais, ça c'est sûr. Tu vas presque investir dans leurs entreprises. Aussi. Voilà, tu deviens un business angel, du coup. Ouais, un peu bizarre. Ouais, j'aime bien. C'est un peu mentor aussi pour les jeunes aussi qui se lancent. On parlait tout à l'heure de 100 000 entrepreneurs. J'y ai pensé. C'est aussi enrichissant pour eux que pour nous quand on va les voir. Oui, puis partant du principe que je viens plus d'une famille riche, à 16 ans, je me retrouve sans rien. Ouais. Et sans argent, on me vide mes comptes. Ouais. Donc tu te retrouves sans rien. Et en fait, tu reconstruis tout. Ça m'avait empêché d'être cadre. J'ai même eu à un moment donné, j'étais même cadre suite. Ouais. À un moment donné, tu vois, sans études, sans rien, c'est rigolo. Je pense que ça serait l'immobilier, mettre les gens de mon entourage, les amis, la famille, le peu de famille qui me reste aujourd'hui, au moins de les mettre à l'abri. D'accord. Et du coup, une jeune entrepreneuse, ou entrepreneur, un jeune entrepreneur, pas jeune dans l'âge, mais jeune dans la fonction, qu'est-ce que tu lui conseilles pour se lancer aujourd'hui, quelle que soit sa situation, au final, comment devenir, pour qu'elle devienne indépendante financièrement et qu'elle se dise, je passe par l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui proposes? Déjà, je lui dis de passer le cap des 2 ans, déjà quand elle aura pu son chômage. Déjà, premièrement. Il y a des coups de sang qui D'accord. Voilà. Donc c'est pas très bien, mais c'est aussi une voie assez retraite, je trouve. C'est très bien. On peut y aller du jour au lendemain, sauter dedans, puis aussi, on peut aussi y aller tranquillement. Moi, je dis, l'entrepreneuriat, il arrive un peu par n'importe quel. Exactement. Faut savoir le saisir. Problème. Mais du coup, je les prends plus au sérieux à partir de 2 ans. Quand il n'y a plus de chômage, il faut se sortir son salaire, essayer de vivre. Et alors, si elles ont la chance ou pas d'avoir un conjoint qui peut subvenir. Oui, oui. Si elles sont toutes seules, où il y a des enfants, pas des enfants, et qu'il faut tenir la baraque et la barque. Quelle phrase ou quel conseil tu me donnes? De plaisir, c'est ce que je dis plus que d'oser aujourd'hui. De bien choisir, de passer aussi. Après, ça dépend du type d'entreprise, mais sur certains projets, de leur dire d'arrêter trop avec les tableaux Excel et d'aller plutôt à la rencontre des clients et d'aller sur un réseau. Et sur le réseau, ouais. Pourquoi j'ai marché dans la photo? Parce que j'avais un réseau en béton que j'ai développé en 4 ans avant de me lancer. Ouais. Donc, mais j'avais mon job aussi à côté. Mais j'ai pas eu peur de développer, de travailler beaucoup pour avoir ce que j'avais à côté. Et d'être original. D'aller chercher la niche, en fait. Là, Tous les gens, quand j'avais des bureaux à l'époque, qui passaient la porte, les stagiaires, des gens qui cherchaient des alternances, etc. À chaque fois, je leur disais, quand je prenais 5 minutes pour leur parler, je leur disais, essayez d'être plus original possible. Arrêtez de faire les métiers de tout le monde. Arrêtez. Ou sinon, si vous faites le métier de tout le monde, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez faire de plus qui va vous mettre au-dessus des autres, ouais. Complètement, ça. Ah, mais il faut original, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Le plus original possible et puis d'apporter du cœur et de continuer d'apprendre, continuer d'aller à la rencontre des gens parce que c'est bien beau d'apprendre sur YouTube, mais aller aussi voir les gens. Ok. Et des entrepreneurs qui te conseillent, qui te soutiennent. Ça, c'est hyper important. Et bah, écoute, on finira sur ces mots d'encouragement très sympas. Girl power. Avec plein de bons conseils. Choisissez bien, choisissez mieux, surtout. Soyez original. Ok, et ben merci beaucoup. Merci Véronica, merci pour cette interview. Et puis bon courage pour la suite, parce que la période est un peu complexe, donc bon courage pour la suite. Et puis on va te suivre sur les réseaux sociaux, une fois que tu auras fini ta période détox, et va te retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses si vous voulez aller voir déjà. Merci Rico. Merci.